Bonjour, bienvenue sur notre webinaire sur les actualités du premier semestre 2026. Donc, comme vous le savez, l'actualité juridique, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas d'un point de vue réglementaire, mais on a quand même trouvé des petites choses à vous partager. Alors, je suis Cécile Buzy, je suis responsable du pôle social d'Agrumes et je suis avocat en droit du travail chez Zest Avocat. Pour ceux qui ne connaissent pas Agrumes, c'est un éditeur de logiciels. Notre logiciel est composé de 3 volets. Un volet sur le vote électronique, un volet sur les procédures RH individuelles. Vous pouvez conclure un contrat de travail et le rompre en toute sécurité et très facilement. On a des contrôles automatiques qui se font dans la loi et dans la convention collective. Et on a un volet procédure collective qui est en cours de développement, mais vous pouvez déjà avoir beaucoup de choses. Il y a une procédure générique pour conclure des accords collectifs et différents thèmes déjà développés. Et donc, Laura. Donc, moi, c'est Laura, je suis juriste en droit social chez Agrumes. Du coup, j'ai le plaisir de présenter ce webinaire avec Cécile. Un petit mot quand même sur Zest Avocat. Ouais. Zest Avocat, c'est le cabinet partenaire d'Agrumes qui est là pour dispenser de l'accompagnement juridique des utilisateurs du logiciel Agrumes. Voilà. Donc, nous allons faire un tour de l'actualité du premier semestre. Donc, on va revenir sur l'actualité, sur les arrêts de travail, puisqu'en fait, il y a quand même une lutte contre l'absentéisme. Puis, en fait, il faut dire que le gouvernement cherche des sous. Et donc, les arrêts de travail, il faut dire que ça coûte cher aux entreprises et à l'État. On va revenir sur les congés liés à la parentalité. En fait, il y a des nouveautés, des nouvelles durées, des nouveaux congés. Un sujet sur lequel Laura reviendra, c'est la transparence des rémunérations. Vous savez, c'est un sujet d'actualité qui devait être brûlant, qui l'est un peu moins. On vous expliquera pourquoi. Et on reviendra sur l'actualité réglementaire et jurisprudentielle sur des points qu'on a trouvés plus intéressants que d'autres. Alors du coup, on va commencer par la partie sur les arrêts de travail. On vous a sélectionné plusieurs éléments un peu importants et à retenir pour ce premier semestre. Donc tout d'abord au sujet des durées maximales des arrêts de travail. Donc c'était une mesure qui était contenue dans la loi de financement de la sécurité sociale. Donc on en avait déjà parlé dans notre précédent webinaire, mais aujourd'hui les décrets d'application sont parus. Donc on connaît l'entièreté de cette nouveauté. Alors, à compter du 1er septembre prochain, un arrêt de travail initial, donc un premier arrêt de travail, sera limité à une durée de 31 jours. Et ensuite, chaque arrêt de travail de prolongation ne pourra être supérieur à une durée de 62 jours. Donc, il pourra y avoir plusieurs prolongations, mais elles seront à chaque fois limitées à 62 jours. Et il y aura toutefois une petite exception si l'état de santé du salarié le justifie. Mais là, du coup, il faudra respecter notamment les recommandations de la Haute Autorité de Santé si elles existent pour ce sujet-là. Également, nouveauté sur les arrêts de travail, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles qui seront survenus à compter du 1er janvier 2027, la durée de versement des indemnités journalières sera limitée à 4 ans. Donc là, c'est dans un petit peu plus longtemps, mais on a aussi du visu sur cette durée de limitation de versement. Donc ensuite, Cécile, je te laisse nous parler de la téléconsultation, des petites nouveautés.
Donc, comme vous le savez, aujourd'hui se développe beaucoup, la téléconsultation. Donc on peut obtenir des arrêts de travail, par ce biais-là, ce qui signifie quand même que le médecin, ne voit pas en présentiel, le salarié. Donc, pour éviter les abus, la réglementation vient limiter, la durée des arrêts de travail qui peuvent être, prescrits dans ce cadre-là. Donc en fait, la durée maximum, elle sera de 3 jours. En fait, ce délai de 3 jours correspond, en fait, au délai de carence pendant lequel aucune indemnité journalière de sécurité sociale n'est versée. Donc, ça permet un peu de limiter, le paiement des IGSS en limitant à 3 jours maximum. Mais malheureusement, dans certaines entreprises, la convention collective prévoit le maintien de salaire sans délai de carence. Donc, ça ne lutte pas tout à fait contre les arrêts de travail abusifs. Ce délai de 3 jours, c'est donc un délai maximum. Il pourrait, en téléconsultation, avoir un arrêt de travail, par exemple, d'une durée d'1 jour et dans ces cas-là, il y a une possibilité d'un seul renouvellement de cet arrêt de travail, toujours dans la limite, de 3 jours. Donc si j'ai un premier arrêt d'une journée, on pourra avoir un renouvellement en téléconsultation, qui nous amènerait à une durée totale de 3 jours, donc 2 jours d'arrêt. Il y a une exception à ce délai maximum, puisqu'on sait tous qu'aujourd'hui, il est difficile d'avoir un rendez-vous avec son médecin traitant ou avec sa sage-femme quand on est enceinte. Donc si le salarié est capable de démontrer l'impossibilité d'avoir un rendez-vous avec son médecin traitant ou avec sa sage-femme, référente, dans ces cas-là, il peut justifier d'un arrêt de travail de plus de 3 jours qui pourrait être prescrit en téléconsultation. Dans ces cas-là, il n'y a pas de limite de durée ni du nombre de renouvellements, pour ces arrêts et les IGSS sont versés, tout à fait, normalement. Laura, en fait, la réglementation est aussi revenue sur les visites médicales de reprise. Oui, tout à fait. Donc très, récemment, enfin il y a 15 jours, 3 semaines, un décret est venu nous apporter un peu des précisions, enfin une nouveauté en fait sur la visite médicale de reprise. Celle-ci n'est plus obligatoire si une visite de pré-reprise a eu lieu dans les 30 jours qui précèdent la reprise effective du travail et que le médecin du travail a conclu qu'aucun aménagement de poste n'était nécessaire, pour la situation du salarié. Petite nuance, par contre, si le médecin, l'employeur ou le salarié demande l'organisation d'une visite de reprise, elle devra avoir lieu, même si on rentre dans le cas de ces 2 exceptions. Voilà, donc c'est un peu un assouplissement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle compte tenu également des délais devant les services de santé au travail aujourd'hui. Donc c'est pas mal pour la suite. Hop. Ensuite, dernière nouveauté en matière d'arrêt de travail, donc par rapport aux contrôles qui peuvent être exercés. Donc, Cécile, est-ce que tu peux nous... Alors, comme souvent on est interrogé par nos clients, la difficulté, c'est qu'on a des salariés qui souvent se mettent en arrêt de travail, pour un oui ou pour un non. On leur refuse quelque chose, donc ils se mettent en arrêt de travail. Donc il est possible pour l'employeur, d'organiser une contre-visite, médicale. Alors, pour cette contre-visite médicale, donc il faut avoir recours à un médecin et ce n'est possible que si l'employeur, doit verser un complément de salaire, et doit assurer donc le maintien de salaire du salarié et verse un complément aux IJSS. Le médecin, qui est mandaté par l'employeur peut contrôler le salarié à son domicile ou à son lieu de repos. Il faut rappeler que le salarié a l'obligation d'informer son employeur si, il choisit de passer son arrêt de travail dans un autre lieu que son domicile, justement pour que, le contrôle puisse éventuellement, s'effectuer.
Si le salarié refuse ce contrôle qui est diligenté par l'employeur sans motif légitime, ou si l'arrêt est injustifié et que donc le médecin qui diligente ce contrôle considère qu'il est injustifié, alors l'employeur peut suspendre le maintien de salaire. Par contre, un refus de se soumettre à cette contre-visite médicale par un salarié ne peut pas motiver la rupture du contrat de travail du salarié. Et il y a aussi un contrôle qui peut être fait par la CPAM, c'est-à-dire que la CPAM qui verse des IJSS peut très bien diligenter un contrôle pour vérifier que l'arrêt de travail du salarié est justifié. Si lors de ce contrôle, il apparaît que l'arrêt de travail n'est pas justifié, ou si, encore une fois, le salarié refuse de se soumettre à ce contrôle, dans ces cas-là, la CPAM peut décider de suspendre le versement des indemnités journalières de sécurité sociale. Donc, dans ces cas-là, la CPAM, ce qu'elle fait, c'est qu'elle en informe directement l'employeur et l'employeur est libéré de son obligation de maintenir le salaire du salarié. Il n'y a plus d'IJSS, je n'ai donc plus besoin de verser le complément de salaire et de maintenir le salaire de mon salarié. Si à l'issue de la contre-visite médicale qui est diligentée par l'employeur, le médecin qui diligente ce contrôle considère, par exemple, que l'arrêt de travail n'est pas justifié, la CPAM peut très bien, donc cet avis est transmis à la CPAM, la CPAM peut très bien décider de ne pas suivre l'avis du médecin. Et donc, dans ces cas-là, elle doit maintenant donner un avis écrit et motivé justifiant son refus de suivre l'avis du médecin. S'il y a une fraude avérée au versement des indemnités journalières de sécurité sociale en raison d'un arrêt de travail qui n'est pas justifié, donc, comme je l'ai déjà dit, l'employeur n'est plus tenu d'assurer le maintien de salaire prévu par le Code du travail. Et comme je l'ai aussi dit, à l'issue du contrôle, si la CPAM arrête de verser les IJSS, la CPAM en informe l'employeur n'est plus tenu au maintien de salaire. Et donc, qu'est-ce que doit faire l'employeur si la prévoyance a pris le relais? Il faut bien entendu informer l'organisme de prévoyance complémentaire du salarié qu'il faut arrêter le versement des JSS complémentaires. Donc, bon, c'est une précision par la loi, mais ça paraît du bon sens. Et il y a une nouveauté, c'est que la contre-visite médicale à l'initiative de l'employeur est maintenant possible en Alsace-Moselle, alors qu'avant, ce n'était pas possible. Donc, c'est une nouveauté importante. Laura, maintenant, nous allons aborder les congés liés à la parentalité. Oui, tout à fait. Alors, vous l'avez sans doute vu passer parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps, mais un nouveau congé lié à la parentalité a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale. Donc, c'est le congé supplémentaire de naissance et il est entré en vigueur depuis le 1er juillet. Donc aujourd'hui, un salarié qui a bénéficié d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption peut, après avoir épuisé ce droit à congé, solliciter un congé supplémentaire de naissance. Alors ça vaut pour donc tous les salariés qui sont concernés, sans condition d'ancienneté, et ce n'est pas un congé qui est obligatoire, c'est au bon vouloir du salarié. Ce congé supplémentaire de naissance, il peut être soit d'1 mois, soit de 2 mois, au choix du salarié, et il peut être fractionné en 2 périodes d'1 mois chacune. Il débute dans un délai de 9 mois à compter de la naissance de l'enfant ou de l'arrivée au foyer de l'enfant pour les parents qui ont adopté. Ce délai de 9 mois, il y a un petit aménagement pour les enfants qui sont nés ou qui ont été adoptés entre le 1er janvier et le 1er juillet. Dans ce cas-là, ce délai de 9 mois, il va commencer à partir à compter du 1er juillet 2026, puisque c'est la vraie date d'entrée en vigueur de ce congé.
Donc, il y a un délai de prévenance qui existe pour ce congé. Donc, le salarié, il doit informer l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de son souhait de bénéficier ou pas d'un fractionnement du congé, de sa durée, de la date de prise et des périodes de congé, au moins 1 mois avant le début du congé. Donc, il y a un délai de prévenance d'1 mois. Ce délai, il peut être raccourci à 15 jours si le congé suit immédiatement le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, ou lorsque le salarié souhaite débuter son congé au cours du mois suivant la naissance de l'enfant ou son arrivée dans le foyer. Ensuite, pendant ce congé supplémentaire de naissance, donc le contrat de travail du salarié est suspendu. Il ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée de ce congé. Il va également pouvoir être indemnisé par la sécurité sociale. Donc, pour ça, il faut qu'il remplisse les conditions pour percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale et qu'il justifie d'au moins 6 mois d'affiliation à la date de début du congé. Si toutes ces conditions sont remplies, le congé sera indemnisé à hauteur de 70% du salaire le premier mois et 60% le second. Le salarié en congé supplémentaire de naissance, il bénéficie également d'une protection contre le licenciement pendant toute la durée du congé. Et une fois que ce congé se termine, il va pouvoir retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et il bénéficiera d'un entretien de parcours professionnel si celui-ci n'a pas déjà été réalisé à l'issue du congé maternité ou d'adoption. Donc voilà dans les grandes lignes ce que prévoit ce congé supplémentaire de naissance, mais c'est toujours bon à savoir. On a également eu des nouveautés pour les parents d'enfants qui sont atteints d'une maladie ou d'un grave handicap. Donc, Cécile, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce sujet ? Alors, dans le cas de l'annonce ou de la survenue d'un handicap ou d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant, il y a un congé de 10 jours alors qu'avant, il était de 5 jours. Donc, il y a un doublement de ce congé. On voit une véritable volonté de favoriser la parentalité. Il y a aussi, lors de la période de congé de présence parentale, l'instauration d'une protection du salarié qui est en congé de présence parentale contre le licenciement. Cette protection, elle couvre toute la durée du congé. C'est-à-dire que le salarié ne pourra pas être licencié pendant la durée du congé de présence parentale. Pendant les périodes travaillées, lorsqu'il est pris de manière fractionnée, par exemple, si on prenait 6 mois, puis 6 mois et qu'il y a des périodes travaillées entre les deux périodes de 6 mois, ou si le salarié prend un congé de présence parentale à temps partiel. Donc, c'est un salarié à temps partiel et on considère qu'il est en congé de présence parentale, même s'il travaille à temps partiel. Donc, on ne pourra pas rompre ce contrat pendant cette période et aussi et surtout pendant les 10 semaines qui suivent la fin du congé de présence parentale. Toutefois, comme dans tous les cas où ce genre de protection contre le licenciement est prévu, il est toujours possible de licencier un salarié qui commettrait une faute grave, par exemple pendant son temps partiel, ou dans le cas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la situation de l'enfant. Donc, l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, je rappelle que le motif économique ne constitue pas forcément une impossibilité de maintenir le contrat de travail, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La loi toujours et la réglementation pour favoriser toujours la parentalité prévoit une réduction du délai de prévenance de l'employeur quand on souhaite prendre le congé de présence parentale. Donc, il y a une réduction dans ce cas de 5 jours de ce délai de prévenance. Donc, voilà les petites nouveautés. Maintenant, Laura va revenir sur la transparence des rémunérations et la transposition de la fameuse directive et ses effets. Alors oui, donc je pense que personne n'est passé à côté puisque c'est un sujet d'actualité croustillant dont tout le monde parle.
Mais pourtant, on est un peu perdu aujourd'hui parce qu'on ne sait plus trop où on en est, etc. Donc, on va faire un petit récap pour vous représenter les principales mesures et les principaux éléments liés à cette directive et à sa transposition en France. Alors, pour rappel, la directive, elle poursuit 3 objectifs. Donc, elle a pour objectif de garantir la transparence des rémunérations au sein de l'Union européenne. Elle a également pour objectif de garantir l'application effective du principe à travail égal, salaire égal, notamment entre les femmes et les hommes, et d'améliorer les mécanismes de recours et de réparation pour les salariés quand ils sont victimes de discrimination en matière de rémunération. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc, vous le savez sans doute, le délai de transposition qui avait été fixé par l'Union européenne est échu depuis le 7 juin dernier. Mais pour autant, très peu d'États membres de l'Union européenne ont aujourd'hui pleinement transposé la directive, puisque seulement 4 États l'ont fait, la Slovaquie, l'Italie, la Lituanie et Malte. En France, où en est-on? Donc, à ce jour, on a un avant-projet de loi qui a été communiqué par le gouvernement courant le mois de mars et il a été mis à jour le 5 juin dernier avec plus de précision. Il a été étoffé en fait par rapport à sa version du mois de mars. Voilà, donc selon les dernières informations qui ont été communiquées par le ministère du Travail, une entrée en vigueur au 1er janvier 2028 est envisagée et il souhaiterait que le texte soit adopté par le Parlement, donc par l'Assemblée nationale et le Sénat, avant les prochaines élections présidentielles de mai 2027. Donc, on est en retard sur la transposition, mais c'est en cours, donc on peut quand même déjà un peu prendre connaissance de l'avant-projet de loi qui transpose la directive sans ajouter beaucoup en plus que ce que le texte de la directive prévoit. Donc on peut imaginer que le texte ressemblera quand même plus ou moins à ce qu'il est aujourd'hui à la fin lorsqu'il sera adopté. Mais alors du coup, pendant cette période, depuis le 7 juin 2026 en fait, et jusqu'à ce que la loi de transposition entre en vigueur en France, quel risque aujourd'hui vraiment pour les employeurs? Donc on vous conseille d'ores et déjà de vous saisir quand même de cette question et de commencer à préparer votre entreprise à ce sujet. Mais sachez que dans le cadre d'un litige, un salarié pourrait tout à fait invoquer la directive et son contenu, donc notamment à travers 2 mécanismes. Le salarié pourrait invoquer la Charte des droits fondamentaux qui intègre le principe d'égalité dans ses articles 21 et 23, et notamment la Charte des droits fondamentaux, elle parle expressément du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Donc voilà, ça pourrait servir d'argumentaire et de fondement dans le cadre d'un litige. Et également, comme pour la saga des congés payés dont vous devez tous vous souvenir, il pourrait être demandé au juge à travers le principe d'interprétation conforme d'interpréter le droit français existant aujourd'hui à la lumière du texte et de la finalité de la directive. Donc voilà, c'est 2 moyens qui pourraient permettre aujourd'hui, dans le cadre d'un litige, d'invoquer les dispositions et les obligations de la directive. Voilà, il faut l'avoir en tête, mais commencer à travailler le sujet de la transparence, mais j'imagine que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, si ce n'est tous. Alors, on va reprendre rapidement une grande partie des obligations qui vont être imposées à l'employeur par la transposition de cette directive. Donc, tout d'abord, avant l'embauche, on va avoir 2 nouveautés qui vont apparaître. Il va être interdit de demander au candidat des informations sur son historique de rémunération. Donc, on ne pourra pas concrètement demander quel était le salaire perçu par le salarié chez son ancien employeur. En revanche, si le salarié décide spontanément de vous communiquer ces informations, vous avez le droit de les entendre. Vous n'avez juste pas le droit de poser la question. Et ça vaut pendant tout le processus de recrutement. Également, ensuite, lorsque vous publierez les offres d'emploi, il faudra faire figurer une fourchette de rémunération et les dispositions conventionnelles pertinentes. En règle générale, ça vise les dispositions conventionnelles relatives à la rémunération qui sera accordée en fonction de la classification que vous projetez pour le poste. Et ce sera applicable à tous les canaux de diffusion des offres. Voilà. À savoir que donc aujourd'hui, on n'a pas de précision sur l'écart entre la fourchette basse et la fourchette haute de la fourchette de rémunération, mais l'Assemblée nationale a proposé un écart maximum de 10%. Donc à voir si ce sera retenu ou pas, mais voilà, l'avenir nous le dira. En l'absence d'offres d'emploi publiées, ces informations elles devront être communiquées par écrit
aux salariés avant ou pendant l'entretien. Voilà, donc on comprend bien que l'objectif de la directive, c'est qu'il y ait une transparence en matière de rémunération dès l'entretien. Mais cette obligation de transparence, elle se poursuivre tout au long de la relation contractuelle et va prendre une place importante quand même dans les entreprises. Donc, deuxième effet de cette directive et de sa transposition, il va falloir dans les entreprises catégoriser les emplois de valeur égale. Donc aujourd'hui, dans le Code du travail, on a déjà une définition du travail à valeur égale que vous voyez à l'écran. Donc sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charges physiques ou nerveuses. Donc, cette définition, elle reprend une partie des critères qui vont être imposés par la directive pour définir le travail à valeur égale, mais il va falloir qu'on ajoute 2 critères supplémentaires pour être conforme. Donc, il va falloir intégrer la notion de compétences non techniques. Donc là, ça va intégrer tout ce qui est compétences relationnelles et organisationnelles, ainsi que les conditions de travail. Donc là, on va pouvoir intégrer le critère de la pénibilité, les horaires, les contraintes physiques, est-ce qu'il y a du travail de nuit, etc. Donc en fait, la notion de travail à valeur égale, elle va être élargie par cette directive. Aujourd'hui, vous pouvez déjà commencer en entreprise à catégoriser les emplois parce que du coup, on a quand même déjà une vision assez précise de ce que va être le travail à valeur égale. Et surtout, c'est un travail qui va demander du temps parce que vous allez devoir donc collecter vos données, les organiser en fonction de la taille de votre entreprise, etc. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc voilà, c'est un sujet dont il faut se saisir dès maintenant parce que cette catégorisation des emplois aura plusieurs impacts ensuite sur d'autres obligations de la directive. Donc, la catégorisation des emplois, elle s'effectuera par 3 moyens. La priorité est donnée à l'accord d'entreprise qui pourra être conclu pour une durée libre et ce n'est que si aucun accord d'entreprise n'a pu être conclu que la catégorisation pourra être faite par accord de branche ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur, étant précisé que la décision unilatérale sera d'une durée maximale de 3 ans et interviendra après la consultation du CSE. Donc, concrètement, la volonté du législateur, c'est d'encourager la négociation avec les partenaires sociaux, même de la rendre obligatoire en quelque sorte. Et puis, pour vous, c'est aussi un avantage parce que négocier avec vos partenaires sociaux, ça va vous permettre de catégoriser les emplois au plus près de la réalité de votre entreprise, de ses contraintes organisationnelles, des postes et de la composition des postes telle qu'elle est réellement effectuée dans votre entreprise. Donc voilà, c'est un sujet dont il faut se saisir et qui va quand même être important, d'autant plus que il ne sera pas possible de se contenter de reprendre la classification conventionnelle des postes et de dire que mes salariés qui sont classifiés pareil dans la convention collective occupent un poste à valeur égale. Pardon. Voilà. Ça va être beaucoup plus large et il va y avoir donc un vrai travail de catégorisation à effectuer. Ensuite, la directive, donc toujours dans son objectif donc, de réduire les discriminations et les écarts de rémunération, notamment entre les femmes et les hommes, elle impose plusieurs choses pour mesurer et corriger les écarts. Donc déjà, l'index égalité que vous connaissez aujourd'hui en France va évoluer pour être mis en conformité avec les prescriptions de la directive. Donc ce sera toujours pour les entreprises d'au moins 50 salariés, mais il reposera désormais sur 7 indicateurs qui vont être définis par décret. Donc, on ne sait pas encore leur contenu. Et vous le voyez, en termes de temporalité, on va aller loin, parce que si on imagine que la loi, elle est effectivement votée avant mai 2027, elle entre en vigueur en janvier 2028, on aura quand même besoin de ces décrets d'application pour appliquer pleinement les obligations qui seront imposées aux entreprises. Donc voilà. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il y aura un indicateur sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie rassemblant des salariés accomplissant un travail égal ou de valeur égale, d'où l'importance de réaliser une catégorisation des emplois fidèle et précise. Les 6 indicateurs classiques feront l'objet d'une publication. En revanche, l'indicateur d'écart par catégorie ne sera pas rendu public. Il sera par contre transmis aux salariés et au CSE, étant précisé que si le seuil d'effectifs dans la catégorie concernée est insuffisant, le résultat de l'indicateur pourra n'être communiqué qu'au CSE, qui sera tenu à une obligation de discrétion sur les résultats de l'indicateur,
L'objectif étant vraiment qu'en fait, il ne soit pas possible d'identifier un salarié à travers ces mécanismes. Voilà. Une fois qu'on a mesuré les écarts, il y a des procédures de correction de ces écarts de rémunération qui sont envisagées dans l'avant-projet de loi. Donc, on aura deux procédures en fonction de l'effectif de l'entreprise. Donc, pour les entreprises de 50 à 99 salariés, on va avoir une information du CSE sur les données, les méthodes de calcul et les résultats de chaque indicateur. Et lorsque l'indicateur révélera un écart supérieur à un seuil qui va également être fixé par décret, l'entreprise se verra imposer d'engager dans un délai raisonnable une négociation sur l'égalité professionnelle avec pour objectif de réduire cet écart. Le pourcentage, donc pour l'instant, il n'est pas fixé puisqu'on attend ici aussi le décret, mais il est possible que ce soit un écart de 5% qui soit envisagé puisque c'est l'écart qui est visé dans la directive, mais avec une latitude laissée aux États membres. Voilà. Pour les entreprises d'au moins 100 salariés, la procédure sera plus contraignante puisqu'on aura une information de consultation du CSE. Si on constate un écart qui est un écart de rémunération qui est supérieur au seuil, donc qui pourra être 5% comme je viens de le dire, mais qui sera fixé par décret, donc on attend. Dans ce cas-là, si l'écart est justifié, il n'y aura pas de problème. Par contre, si l'écart est injustifié, dans ce cas-là, il faudra corriger cet écart. Donc, on laisse un délai de 6 mois à l'entreprise pour corriger cet écart. Et ensuite, si l'écart persiste et qu'il reste injustifié, l'employeur devra engager des négociations pour prendre des mesures correctives sur ces écarts. Et à défaut d'accord, un plan d'action devra être établi après consultation du CSE. Le délai de correction de 6 mois, c'est une étape qui pourra être sautée si l'employeur le veut. Donc, si par exemple l'entreprise sait par avance qu'elle ne pourra pas corriger l'écart, on peut passer directement à l'étape d'après. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce qui compte, ce n'est pas la seule notion d'écart entre les rémunérations. Vous pouvez pratiquer des rémunérations différentes entre deux salariés. La seule condition, c'est qu'il faut être capable de justifier cet écart par des raisons qui sont objectives et qui sont étrangères à toute considération liée au sexe, etc. Donc voilà, c'est un peu quelque chose qu'il faut avoir en tête et peut-être commencer aussi déjà à regarder dans vos politiques de rémunération si vos écarts éventuellement existants peuvent être justifiés ou non. Ensuite, la directive et donc sa transposition vont entraîner la création d'un nouveau droit à l'information pour les salariés. Donc, l'avant-projet de loi qui va être discuté prévoit la création d'un nouvel article rappelant, c'est pas le bon terme, mais prévoyant que les salariés vont bénéficier d'un droit à l'information auprès de leur employeur sur leur niveau de rémunération et sur les niveaux de rémunération moyens ventilés par sexe des salariés appartenant à la même catégorie. Donc, encore une fois, le travail de catégorisation des emplois revêt aussi ici une importance particulière. L'employeur devra informer chaque année par tout moyen les salariés de la possibilité de demander ces informations. Alors, il y a quand même deux petites nuances, c'est que l'employeur pourra refuser, dans certains cas, d'accorder la demande, de faire droit à la demande du salarié. Donc, si l'effectif de la catégorie est inférieur à un seuil qui sera déterminé par décret, donc qu'on ne connaît pas encore, ou si la communication des informations est susceptible d'entraîner directement ou indirectement la divulgation d'indications sur la rémunération d'un salarié qui va être identifiable en raison d'un nombre insuffisant de salariés dans la catégorie. Donc toujours dans la directive, la directive ne rend pas possible le fait de connaître le salaire individuel de chaque salarié dans l'entreprise. C'est vraiment par rapport aux salariés de la même catégorie, avec un assouplissement fait pour qu'on ne puisse pas identifier précisément chaque salarié avec une rémunération. Et pour finir, donc quelques autres mesures également qui vont entrer en vigueur si tout se passe bien. La directive prévoit l'interdiction des clauses de non-divulgation des salaires, donc il ne sera plus possible d'insérer dans les contrats de travail une clause interdisant aux salariés de discuter et de partager son salaire avec ses collègues. On a également un aménagement de la charge de la preuve, donc on n'aura plus une charge de la preuve classique comme en matière de discrimination. Si l'employeur ne s'est pas conformé aux obligations liées à la transparence salariale, la charge de la preuve lui incombera intégralement sans que le salarié n'ait à présenter de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.
Donc là aussi, du coup, il faudra être vigilant sur le respect des obligations parce que ça fait peser quand même la charge de la preuve intégralement sur l'employeur. Petite exception faite, si le manquement il est non intentionnel et mineur, la charge de la preuve ne sera pas inversée selon ce mécanisme-là. Voilà. L'avant-projet de loi prévoit également donc des sanctions en cas de manquement de l'employeur à ses obligations liées à la transparence. Donc, on aura si c'est adopté en l'état que l'avant-projet de loi est aujourd'hui, il pourra y avoir une pénalité administrative, également une pénalité financière, une exclusion facultative des procédures de passation des marchés publics et également des sanctions pénales qui peuvent aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 7 500 € d'amende en cas de violation commise à l'égard de plusieurs personnes. Et en cas de récidive, l'employeur pourrait être incriminé au titre du délit de discrimination. Voilà. Donc, vous l'avez compris, ce thème de la transparence des salaires est vraiment vaste. Donc là, c'est un résumé un peu rapide de tout ce qu'elle contient parce qu'on n'a pas le temps de s'y attarder beaucoup plus aujourd'hui. Mais en tout cas, restez attentifs sur les évolutions du texte et les évolutions des discussions pour savoir ce qu'il en adviendra. Et puis en attendant, commencez à catégoriser vos emplois et à faire un travail sur ce sujet dans vos entreprises. N'attendez pas l'adoption du texte car il sera déjà trop tard pour commencer à être conforme. Enfin, trop tard, il n'est jamais trop tard, mais vous serez plus à l'aise si vous commencez dès maintenant. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Cécile. On a sélectionné quelques sujets un peu plus brefs d'actualité, mais qu'on souhaitait quand même vous partager aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, il a été mis en place un passeport de prévention. Alors, qu'est-ce que ce passeport de prévention? C'est un, on va dire, un endroit, un dossier auquel peut accéder les organismes de formation, l'employeur et le salarié. Et ça permet de regrouper toutes les formations qui contribuent à la sécurité des salariés, les habilitations spécifiques pour certains métiers. Et en fait, ce passeport de prévention a été créé en fait en raison du nombre de maladies professionnelles et d'accidents du travail et pour s'assurer que l'employeur respecte bien son obligation de sécurité. Et donc, ça permet de contrôler quelles sont les formations reçues par les salariés et si on est bien en règle en règle au sujet des formations suivies et des habilitations. Donc, aujourd'hui, il y a un décret qui est paru le 12 juin 2026 qui prolonge en fait les délais pour les délais d'enregistrement des différentes formations. Parce que donc ce dispositif a été mis en place. Il faut que les organismes de formation déclarent les formations qu'ils ont dispensées aux salariés. Il faut que les employeurs vérifient les formations ainsi enregistrées. Il faut aussi que les employeurs enregistrent les formations qu'ils auraient dispensées en dehors de ces organismes de formation. Et ensuite, les salariés vont pouvoir vérifier ce qui est indiqué dans leur passeport prévention. Donc, pour les formations qui ont été dispensées, en fait, il y a un délai de 6 mois normalement pour les employeurs pour déclarer une formation qui a été dispensée et ce délai de 6 mois part à compter du trimestre suivant la dispense de cette formation. Donc, faites attention aux délais. Sachez que pendant la période transitoire, les délais de 6 mois pour l'employeur pour déclarer ont été augmentés à 9 mois et que les délais pour l'organisme de formation qui est de 3 mois pour enregistrer les formations qu'il dispense
est augmenté de 6 mois, mais ça, c'est que jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, il faudra bien veiller à ce que ce passeport de prévention soit bien régulièrement renseigné. Ensuite, il y a une actu donc sur le document unique d'évaluation des risques. En fait, c'est une actu un peu plus ancienne, mais qu'on voulait rappeler. C'est qu'en l'absence de document unique d'évaluation des risques, qui doit être établi dès lors que vous avez un salarié, donc c'est automatique, hein. Vous créez une société, vous devez et que vous employez votre premier salarié, vous devez avoir un document unique d'évaluation des risques. Donc, il y a une création d'une sanction administrative d'un montant de 4 000 € par travailleur concerné par le manquement. Donc, en fait, vous avez un salarié, le risque de sanction, c'est 4 000 €, deux salariés, 8 000 €, etc. Donc, cette sanction administrative, bon, bien entendu, on la prononce une fois. Si jamais il y a un nouveau manquement, que le document unique d'évaluation des risques est toujours pas adopté, il y aura une augmentation de la sanction administrative si on ne pallie pas au manquement. Donc, attention à l'adoption de ces documents et aussi de leur mise à jour parce que justement, en ce moment, il y a des fortes chaleurs. Or, depuis le 1er juillet 2025, ce risque lié aux fortes chaleurs doit être indiqué dans les documents uniques d'évaluation des risques. Donc, si ça n'a pas été fait, il faut vraiment le faire. Là, on est en 2026, on est encore dans des périodes de forte chaleur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut indiquer dans le document unique d'évaluation des risques les différents niveaux de vigilance météorologique. Donc, la vigilance jaune avec les pics de chaleur, orange avec la canicule et rouge avec la canicule extrême. Donc, il faut définir quel est le risque pour les salariés et dans le cas de chaque niveau de vigilance, quelles sont les mesures de protection qui sont prises pour protéger les salariés qui sont exposés à la chaleur? Qu'est-ce qu'on va prendre comme mesure pour modifier l'organisation du travail pendant les périodes de forte température? Et on pourrait, par exemple, envisager de modifier les horaires de travail des salariés pour qu'ils travaillent au moment les plus frais, c'est-à-dire tôt le matin et plutôt le soir et éviter les périodes les plus chaudes dans l'après-midi, par exemple. Donc, prévoir de l'accès à l'eau, prévoir des coins d'ombre, enfin voilà, ce genre de choses éventuellement. Bon, ça relève du bon sens, mais quand même, il faut évaluer le risque auquel est exposé les salariés et prévoir des mesures de prévention. Il peut aussi être prévu des procédures d'alerte et de signalement quand un salarié est victime des fortes chaleurs, par exemple un malaise, une détresse respiratoire, cardiaque liée à la chaleur, au coup de chaud. On a aussi des nouvelles mesures concernant le règlement intérieur. Oui, alors vraiment assez rapidement parce que ça ne demande pas beaucoup de temps et vous l'avez sans doute vu passer parce que ça date un petit peu maintenant. Mais du coup, la loi de simplification de la vie économique est venue supprimer l'obligation de dépôt du règlement intérieur au Conseil de prud'homme. Alors attention, même si cette obligation de dépôt disparaît, le règlement intérieur devra toujours être soumis à l'avis du CSE, faire l'objet d'une publicité auprès de toutes les personnes ayant accès au lieu de travail ou aux locaux où se fait l'embauche, et il devra toujours être transmis à l'inspecteur du travail. Donc cette mesure, elle est en vigueur, mais toutefois, il faudra quand même que des décrets viennent compléter ce qu'a prévu la loi, notamment pour modifier les articles réglementaires relatifs au dépôt du règlement intérieur au Conseil de prud'homme. Donc voilà, affaire à suivre. Et ensuite, on vous a répertorié une actualité donc, sur le référentiel qui a été publié par la CNIL pour les données RH.
Donc, je te laisse la parole, Cécile, Donc, présenter ça. en fait, la CNIL a publié donc un référentiel qui précise les durées de conservation, parce que vous savez qu'avec le RGPD, on a une obligation de conservation des données personnelles, mais il faut que la durée soit limitée. Donc, il y a un référentiel qui a été publié le 2 avril 2026 par la CNIL qui reprend en fait les obligations légales issues du Code du travail, mais aussi les obligations issues des recommandations de la CNIL. Bon, en fait, ce qu'il faut retenir dans la plupart des cas, c'est que la durée de conservation des données personnelles, en fait, est limitée, par exemple, aux risques contentieux, aux prescriptions. Par exemple, la constitution des CV, on peut les garder jusqu'à 2 ans à compter du dernier contact avec le candidat non retenu. Si jamais on a besoin de démontrer dans un contentieux qu'on n'a pas fait de discrimination à l'embauche, dans ces cas-là, la prescription est de 5 ans. Donc, il faut conserver on peut conserver et c'est recommandé de conserver pendant 5 ans pour pouvoir prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination à l'embauche. Donc, vraiment, dans ce référentiel, ce qu'il faut retenir comme règle, il faut vous poser la question, est-ce qu'il y a une action? Quelle est la prescription de cette action? Et dans ces cas-là, la bonne durée de conservation des données, c'est en fait l'expiration des délais de recours. Et ça, vous pourrez le justifier de cette façon-là. Ensuite, il y a une question qui s'est posée devant la Cour de cassation, c'est est-ce qu'un salarié a le droit de manière automatique à des dommages et intérêts lorsque l'employeur viole le RGPD en produisant, notamment dans le cadre d'un contentieux, des pièces dans lesquelles le salarié pouvait être identifié. Et donc, on considère dans ces cas-là que le moyen de preuve est illicite, mais qu'il est recevable parce que c'est le seul moyen à la disposition de l'employeur pour se défendre. Donc, c'est toute l'ambiguïté du RGPD. Et là, le salarié, malgré la recevabilité de cette pièce pour que la défense de l'employeur, a demandé des dommages-intérêts sans prouver un préjudice. Et la Cour de cassation a dit non, il n'y a pas de préjudice automatique du fait de la violation des règles du RGPD dans ce cadre-là, et le salarié doit prouver le préjudice subi du fait de la violation de ces règles pour obtenir des dommages-intérêts. Donc, c'est quand même assez intéressant et donc il ne faut pas se restreindre quand on a besoin de violer les dispositions du RGPD dans le cadre d'un contentieux notamment. On va revenir sur quelques actualités jurisprudentielles. Laura, tu commences avec la santé au travail. Oui, oui, donc on les a répertoriés par thème pour que ce soit plus sympa. Donc, premier arrêt sur la santé au travail. La question qui a été posée, c'est est-ce que l'employeur doit organiser une visite de reprise après une absence pour maladie ou accident non professionnel lorsque l'absence a duré moins de 60 jours? Donc, vous le savez, aujourd'hui, normalement, la visite de reprise, c'est à partir de 60 jours selon les dispositions légales et réglementaires. Mais dans cette affaire, la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés prévoyait l'organisation d'une visite de reprise au bout de 3 semaines en cas d'absence pour maladie ou accident non professionnel. Donc la question, c'était est-ce que j'applique le délai de 3 semaines ou est-ce que j'applique le délai de 60 jours? La Cour de cassation a répondu que la durée minimale de l'absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel à l'expiration de laquelle l'employeur est tenu d'organiser la visite médicale de reprise est celle qui est fixée par les dispositions conventionnelles, peu importe le fait que les dispositions réglementaires aient été modifiées après l'adoption des dispositions conventionnelles. Donc, dans ce cas particulier, pour la Cour de cassation, la visite de reprise devait être organisée à partir de 3 semaines d'arrêt de travail, donc 21 jours et pas 60 jours. Voilà pour cette petite précision.
Alors, notre salarié est en arrêt de travail. Il a le droit au maintien de son salaire et au versement d'indemnités complémentaires en sus de ses indemnités journalières. Souvent, en tout cas dans la loi, c'est soumis à une condition d'ancienneté, qui est d'1 an, au moment de l'arrêt de travail. La question qui était posée ici à la Cour de cassation, c'est: est-ce que, je prends en compte les périodes d'arrêt maladie, pour déterminer l'ancienneté du salarié et pour savoir s'il a le droit aux indemnités complémentaires, ou si il a été au cours de sa première année, il a été absent déjà 3 mois, est-ce que je considère qu'il n'a pas le droit à des indemnités complémentaires? Bon, alors oui, les périodes d'arrêt maladie sont prises en compte pour vérifier la condition d'ancienneté. Donc un salarié qui a déjà été absent 3 mois au cours de sa période, de sa première année, on va prendre en compte ces 3 mois pour considérer qu'il a bien 1 an d'ancienneté et qu'il peut bénéficier du maintien de salaire et du versement des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale. Donc c'est plutôt favorable, aux salariés. Autre cas, donc le salarié est toujours en arrêt maladie, mais il décide de se connecter, pour, effectuer quelques missions de travail pendant son arrêt de travail. Heu, Est-ce que le salarié donc qui travaille volontairement pendant son arrêt maladie peut reprocher à l'employeur un manquement à son obligation de droit à son droit à la déconnexion, pardon, une violation du droit à la déconnexion, je vais y arriver. Alors non, lorsque le salarié se connecte volontairement à son poste de travail pour effectuer des missions ponctuelles, en réponse notamment à des notifications automatiques, donc il n'a pas été sollicité personnellement pour effectuer une mission de travail. Le fait pour ce salarié donc de se connecter volontairement ne suffit pas à caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de droit à la déconnexion. Voilà, donc c'est un peu, rassurant parce qu'on ne peut pas contrôler tout ce que le salarié fait tout seul sans qu'on lui demande rien, et là, en l'occurrence, si c'est volontaire et que c'est son seul fait, l'employeur ne manque pas à ses obligations. Alors, on a eu des décisions qui concernent le harcèlement, sexuel. C'est toujours dans le enfin, de toute façon, c'est dans l'air du temps et vu ce qu'on le contexte, est confirmé par la Cour de cassation pour protéger un peu les salariés. La question qui était posée ici, la salariée n'était pas, directement concernée, par, les comportements à connotation sexuelle ou sexiste et les propos qui étaient tenus, par les salariés, et là, on a reconnu, en fait, un harcèlement, pardon, sexuel d'ambiance, en fait. C'est-à-dire que même si la salariée n'est pas directement, concernée par les propos tenus, et par les actes, on peut considérer qu'elle est victime, de harcèlement sexuel. Donc attention, dans les entreprises à veiller à ce que les salariés, se comportent bien. Et on a une deuxième décision, dont on voulait un peu, vous parler. C'est un directeur général qui a envoyé directement à une salariée 2 SMS à connotation asexuelle, et en fait, il s'est arrêté là. Mais elle, la salariée qui a reçu ces SMS, considérait avoir été victime, de harcèlement sexuel. Le directeur général s'est défendu en indiquant que ces SMS étaient isolés et qu'il n'a pas persisté face à l'absence de réponse de la salariée. Eh bien, cette, défense n'a pas été retenue, par la Cour de cassation. Il a été considéré qu'il y avait bien harcèlement sexuel, dans cette situation-là. Donc, gare aux salariés trop entreprenants et aux directeurs aussi. Ensuite, on a sélectionné 2 arrêts intéressants qui ont été rendus au sujet de la femme enceinte. Alors le premier arrêt, ça a concerné la rupture de la période d'essai d'une femme enceinte. Donc est-ce que l'employeur peut rompre la période d'essai d'une femme enceinte? Alors oui, c'est possible, mais par contre attention, là où normalement la rupture de la période d'essai ne doit pas être motivée par l'employeur, s'il décide de rompre la période d'essai d'une femme enceinte, il devra
démontrer que sa décision repose sur des éléments étrangers à la situation de la femme et donc à sa grossesse. Et c'est donc là que repose tout l'intérêt de cette décision, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas se camoufler derrière le fait que la rupture de la période d'essai n'est pas motivée. Il devra impérativement rapporter des éléments pour, en quelque sorte, justifier en fait sa décision de rompre la période d'essai pour pouvoir démontrer que ce n'est pas en lien avec la situation de grossesse de la salariée. Voilà. Alors, on a un cas aussi qui concerne une femme enceinte, c'est est-ce qu'une femme enceinte qui est exposée à des produits dangereux doit et a l'obligation d'informer son employeur de sa grossesse, et si elle ne le fait pas, est-ce qu'on peut la licencier? En fait, dans cette affaire, la salariée enceinte a décidé de ne pas déclarer sa grossesse au plus tôt, et alors qu'elle travaillait dans un secteur qui l'exposait à des risques, parce qu'elle manipulait des produits potentiellement dangereux pour elle et pour son enfant. Et quand l'employeur a découvert ce défaut d'information, il a considéré qu'elle avait violé son obligation de loyauté et a rompu son contrat de travail parce qu'il considérait qu'en fait, elle se mettait en danger. Et la Cour de cassation n'a pas retenu cet argument parce qu'elle a considéré qu'en fait, la femme enceinte n'est pas obligée d'informer l'employeur de sa situation de grossesse, et par ailleurs, l'employeur ne pouvait pas prendre en compte cette faute, comme il prétendait, parce qu'en fait, c'est comme s'il avait justifié la rupture de son contrat de travail indirectement par son état de grossesse. Donc ça, il a été considéré que la rupture de son contrat était abusive. Donc la femme enceinte n'a aucune obligation d'informer son employeur de son état de grossesse, quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouve dans le cadre de son travail. On va revenir sur le forfait jour, qui est un sujet qui préoccupe beaucoup d'employeurs. Et donc, la jurisprudence est encore venue préciser 2-3 choses. Exactement. Alors, il y a beaucoup d'arrêts sur les forfaits jours de manière générale, mais du coup, on vous en a sélectionné quelques-uns dont on souhaitait vous parler. Donc, le premier, au sujet de l'éligibilité des salariés à la conclusion d'un forfait jour. Vous le savez, les salariés, pour pouvoir conclure une convention de forfait jour, ils doivent être autonomes, et on apprécie ce critère de l'autonomie au regard des fonctions qui sont réellement exercées par le salarié. Donc là, dans cet arrêt, on a eu en fait une nouvelle illustration de ce critère de l'autonomie. Donc, on avait un salarié dont l'emploi du temps est déterminé par les équipes commerciales qui définissent avec les clients de la société ses plannings d'intervention. Donc, le salarié n'avait finalement aucune liberté dans la prise de décision quant aux dates et au contenu de ses interventions auprès des clients de la société. Il a donc été considéré qu'il n'était pas autonome et donc il ne remplit pas les critères pour être éligible à une convention de forfait en jour. Donc, il ne pouvait pas l'être, et son forfait en jour a été annulé par les juges. Voilà, donc c'est une nouvelle illustration un peu de cette condition-là, ça fait toujours un petit rappel utile. Donc, comme vous le savez, pour conclure un forfait jour, il faut qu'il y ait un accord de branche ou un accord d'entreprise qui prévoit la possibilité de conclure des forfaits jours. Là, dans notre cas, on avait une entreprise qui appliquait Syntec, qui prévoyait un forfait jour avec un nombre maximum de 218 jours. Or, il s'avère qu'elle se trompait de convention collective. La convention collective qui lui était applicable était la convention collective commerce de gros, qui prévoit un nombre maximal de 214 jours travaillés par an. Et donc, la question posée à la Cour de cassation, c'est: est-ce que dans ce cas, la convention de forfait est nulle? La Cour de cassation a répondu non, la convention de forfait jour est valable. Toutefois,
le salarié peut obtenir paiement des, heures, enfin des jours de travail supplémentaires, donc les 4 jours par an avec une rémunération majorée. Donc donc c'est un peu un droit à l'erreur, de l'employeur. Ensuite, alors, décision, quand même vraiment intéressante et importante puisqu'elle intervient dans un contexte où, la Cour de cassation, avait quand même vraiment pour habitude de plutôt invalider, les accords collectifs sur lesquels reposaient les forfaits jours, en considérant que les modalités de suivi de la charge de travail du salarié étaient insuffisantes, pour garantir leur santé et leur sécurité et ne permettaient pas à l'employeur, en fait, de remédier en temps utile, à une charge de travail qui serait jugée déraisonnable pour le salarié en forfait jour. Là, au mois de mai, on a eu une illustration donc d'un arrêt qui a été, validé par la Cour de cassation, puisque selon les juges, il permet d'assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé et répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos. Alors du coup, il faut s'intéresser à ce que prévoyait cet accord, parce que ce sont des modalités conventionnelles qui peuvent vous servir, d'exemple ou au moins vous aiguiller soit dans la rédaction de votre accord, soit pour vérifier, que votre accord, il coche toutes les cases, et qu'il ne risquerait pas d'être invalidé par les juges dans le cas d'un litige. Puisque je le rappelle, si jamais l'accord, tombe, le forfait jour tombe et on retombe enfin et le forfait jour est nul et du coup, on peut se retrouver face à des demandes, notamment d'heures supplémentaires, assez importantes. Donc dans cet accord, pour le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jour, il était prévu notamment un décompte du nombre de jours travaillés, donc qui permet de contrôler le nombre de jours travaillés au moyen d'un système de contrôle qui fait apparaître à la fois le nombre et la date des journées travaillées, la qualification des jours, de repos, donc en repos hebdomadaire, congés payés et ainsi de suite. Ce document, il rappelle également la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnable au quotidien et une bonne répartition du temps de travail de l'intéressé. Il est établi en 2 exemplaires et il est complété au fur et à mesure par le salarié au fur et à mesure de l'année. Ensuite, et donc c'est là que, réside un peu la différence par rapport à d'autres accords. Donc le supérieur hiérarchique du cadre assure le suivi régulier de l'organisation de son travail et de sa charge de travail. Ce suivi s'opère chaque mois au moyen du système de contrôle dont je viens de parler à l'instant. Et ce suivi mensuel, il permet, en collaboration avec le salarié, de s'assurer que sa charge de travail est raisonnable, qu'il arrive à respecter ses repos journaliers et hebdomadaires, le nombre de jours travaillés, que son amplitude est raisonnable, qu'il peut articuler ses activités professionnelles et personnelles, enfin bref, en gros, que sa santé et sa sécurité sont préservées. Euh, pour nous, ce qui est vraiment important à retenir de cette décision, c'est ce contrôle mensuel effectué par le supérieur hiérarchique, parce que ce contrôle mensuel, il est suffisamment fréquent pour permettre à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail déraisonnable. Donc voilà, il ne faut surtout pas contrôler seulement une fois par an ou tous les 6 mois la situation de votre salarié en forfait jour. Dernièrement, l'accord, il prévoyait que chaque année, un entretien serait organisé entre le salarié et l'employeur pour évoquer l'organisation du forfait jour, sa charge de travail, sa rémunération, etc. Voilà, donc c'est un arrêt qui nous semble quand même important à retenir, et qui peut vraiment vous servir de, peut-être pas de modèle, mais en tout cas, vous avez tous les éléments et toutes les composantes qui peuvent vous permettre d'avoir un accord qui serait suffisamment protecteur de vos salariés. Voilà. Ensuite, autre thème, donc sur les élections, donc je vais laisser la parole à Cécile. Alors là, je vais aller un petit peu plus rapidement parce qu'il est déjà midi. Euh, donc, juste des précisions qui ont été données en matière d'élection par la Cour de cassation. Donc, lorsque vous avez un représentant de section syndicale qui vient négocier le protocole d'accord préélectoral, c'est considéré comme du temps de travail. Ça ne s'impute pas sur son créditeur. Et aussi, il faudra lui rembourser les frais qu'il engage pour venir aux réunions de négociation. Un représentant de l'employeur peut-il être candidat aux élections du CSE? Non, il ne peut pas. Il a les pouvoirs pour représenter l'employeur, donc il ne peut pas être membre du CSE, donc il ne peut pas se présenter.
Un salarié qui n'est pas inscrit sur la liste électorale peut-il être candidat? Non, un salarié qui n'est pas sur la liste électorale ne peut pas être candidat aux élections du CSE. Tu as noté, Laura, une jurisprudence sur le droit à l'image. Oui, absolument. Alors du coup, pour terminer assez rapidement, mais ça mérite un petit rappel. Donc, est-ce que l'employeur peut continuer à diffuser l'image d'un ancien salarié après la rupture de son contrat si l'autorisation qui a été donnée par le salarié est non limitée dans le temps? Donc, la réponse est non. L'autorisation d'utiliser l'image d'un salarié accordée sans limitation de durée cesse de produire effet à la rupture du contrat de travail. Donc, dans ce cas, l'employeur qui continue à diffuser la photo d'un ancien salarié sur son site internet porte atteinte à sa vie privée et engage sa responsabilité. L'atteinte, elle ouvre droit à réparation sans que le salarié n'ait à démontrer de préjudice particulier. Donc voilà, c'est important. Il faut veiller à rédiger comme il faut les clauses relatives au droit à l'image. L'autorisation, on recommande quand même donc qu'elle précise l'étendue, la durée, la limite géographique et le caractère gratuit ou onéreux, et dans ce cas-là, fixer la contrepartie de l'autorisation dans la clause. Plus votre clause elle est bien rédigée, moins vous risquez de vous retrouver dans cette situation et de devoir payer des dommages et intérêts. Donc voilà ce qu'on voulait vous rappeler, enfin vous partager plutôt au sujet des actualités du premier semestre 2026. Donc, merci pour votre attention et votre participation à ce webinaire. On espère que les sujets qu'on vous a présentés vous ont intéressé, qu'on vous a apporté des précisions qui vous seront utiles. Et on vous souhaite une bonne journée. Oui, merci, bonne journée. Merci Au revoir. beaucoup, au revoir.